Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir le professeur David Engels, professeur d'histoire romaine à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université libre de Bruxelles. David Engels, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, il y a peu, vous avez publié un livre intitulé Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Alors, David, ma question, pourquoi avoir choisi d'écrire sur un tel sujet? C'est depuis toujours que je m'intéresse au fond aux analogies historiques, c'est-à-dire de comprendre mieux notre présent actuel par des références au passé et le système de morphologie de l'histoire qui essaye de comparer alors le développement des grandes cultures humaines, la culture gréco-romaine, la culture indienne, chinoise, européenne m'a toujours fasciné. Donc dès lors aussi ma tentative d'essayer vraiment de comprendre mieux aussi le monde qui nous entoure et plus spécifiquement l'Union européenne et la grave crise dans laquelle elle est plongée pour le moment par l'analogie avec une époque que je connais particulièrement bien, c'est-à-dire la fin de la République romaine. Alors, est-il possible justement de décrire cette crise que nous traversons à la lumière de cette époque romaine? Il me semble, oui. Il y a vraiment, quand on regarde plus précisément la fin de la République romaine, il y a vraiment des analogies tout à fait frappantes. C'est une société qui est vraiment en pleine crise identitaire, comme nous. Il y a par exemple des événements que j'ai décrits dans ce livre comme un problème massif d'immigration, un problème de chute démographique, il y a un taux de divorce en pleine expansion, il y a un recul massif du religieux. À l'époque romaine, tout ça. À l'époque romaine, tout à fait, tout ça. Il y a un appel à plus d'ordre politique, il y a une volonté d'abandonner les valeurs civiques fondamentales pour créer justement plus de protection de l'individu. Il y a l'émergence d'une technocratie sénatoriale, oligarchique qui s'installe. Il y a d'un autre côté des valeurs relativement pacifiques qui sont mises à la base de l'expansion de l'Empire romain. Donc il y a vraiment un grand nombre de différents facteurs. La société du pain et des jeux, évidemment, dont on parle souvent. Il y a vraiment un grand nombre de différents facteurs de crise qui marquent la fin de la République romaine et notre époque à nous, et qui font que très souvent, quand on lit les citations aussi que j'ai compilées dans l'ouvrage, que souvent en lisant ça, on se demande mais est-ce que ça a à faire maintenant avec le XXIe siècle? Est-ce que ça concerne la Rome républicaine? Tellement ça peut être saisissant à mon avis. Alors, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste en tant qu'historien par rapport à l'avenir de l'Union européenne, sur base de ce que vous avez découvert dans vos recherches? Oui, c'est-à-dire que moi je suis assez déterministe dans mon approche de l'histoire, donc je crois que chaque époque humaine, quelque part, a sa valeur tout à fait spécifique. Ce que je prédis, évidemment, ou ce que je prévois dans cet ouvrage-là, c'est que les analogies entre la fin de la République, donc pas de l'Empire, de la République romaine, donc l'époque de Cicéron, de César, de Sallust, des Gracques, que les analogies donc sont tellement grandes que qu'il me semble que le futur, en tout cas, de l'Union européenne sera semblable à ce qu'a connu Rome après la chute de la République, c'est-à-dire l'avènement d'un État autoritaire, traditionnaliste, centraliste, qui est le Principat d'Auguste et donc l'établissement de l'Empire des Césars. Alors est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? C'est difficile évidemment à dire. Quand on voit les Romains, ils ont accueilli ce changement de régime avec des applaudissements. Il n'y a presque personne qui a regretté l'autorité sénatoriale corrompue, immobiliste, qui était tout à fait dépassée par les événements. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Je ne sais pas, mais il me semble que c'est vers là que ces analogies nous poussent. Donc vous prenez quelque part une Europe, on pourrait dire un empire supranational? Est-ce on pourrait aller jusque-là? Oui, si on le veut, oui, tout à fait. Maintenant, ces analogies ne doivent pas nous mener à croire qu'on aura l'avènement d'un empire avec un empereur ou ce genre de choses-là, c'est pas ça. Mais un régime plutôt autoritaire, peut-être légitimé par des plébiscites, ça c'est tout à fait possible, mais néanmoins qui ne travaille plus dans cet enchevêtrement démocratique qu'on connaît pour le moment et qui immobilise malheureusement notre société, mais qui sera là en place pour une durée de temps nettement plus longue que ce
ce qu'on connaît maintenant et qui impose, grâce à une technocratie assez professionnelle, ses volontés par le bas. Quelque chose comme on le voit aussi maintenant, un régime peut-être proche de ce qu'on connaît en Russie, avec ce jeu de chaises musicales entre Poutine et Medvedev, qui au fond n'est pas anticonstitutionnel, mais qui est évidemment dans son esprit au fond dictatorial. Quelque chose de ce style-là pourrait, à mon avis, aussi arriver dans l'Union européenne. Donc il y a quand même de quoi être un peu pessimiste quand on vous entend par rapport à ce qui va émerger. Oui, évidemment. La question est de savoir quelle est l'alternative. Et moi, je ne crois pas que l'Union européenne, telle qu'elle se dessine maintenant, avec ses différentes institutions, ces nombreux pays qui ont tous leurs choses à dire, qui ont tous les moyens de se bloquer mutuellement, donc que cette institution-là puisse être réformée de l'intérieur, puisse être rendue plus apte à réagir aux crises comme on les connaît maintenant, sans vraiment un bouleversement profond. Et à mon avis, il n'y a vraiment pour le futur que deux possibilités, soit une décomposition de l'Union européenne qui, avec les crises économiques qu'on connaît maintenant, risque de s'éparpiller entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ça, c'est évidemment un worst case. Ou alors, d'un autre côté, une tendance vers beaucoup plus de centralisation. Et quand on voit le ras-le-bol dans la population générale par rapport à notre système politique actuel, quand on voit l'ampleur que prennent des mouvements comme les indignés, comme les Greenly, comme aussi des partis extrémistes de tous bords, il y a fort à parier que ce régime centraliste ne s'instituera pas par consensus démocratique général, mais vraiment par une prise de pouvoir qui nous mènera droit dans un genre de dictature. Alors, quelle crise identitaire traversons-nous d'après vous aujourd'hui ? Nous vivons vraiment, à mon avis, une crise profonde entre des valeurs universalistes telles que l'Union européenne les prône et telles qu'elles seront au fond aptes à servir de constitution aux Nations Unies, mais pas nécessairement à ce projet d'unification restreint de notre continent avec sa culture et les valeurs qu'il a, d'un côté, et puis d'un autre côté, les valeurs traditionnelles telles qu'on les connaissait durant toute l'histoire européenne, basées à la fois sur le christianisme, mais basées aussi sur les manifestations toutes particulières de l'esprit occidental, et qui, à mon avis, vont revenir, que le citoyen semble manquer dans ce processus d'unification européenne actuel, et qui sera, à mon avis, inscrit au fond sur le drapeau de ce régime qu'on doit attendre. Tout à fait comme à Rome, où là aussi, à la fin de la République, on vivait vraiment un déclin des valeurs fondamentales, surtout traditionnelles, archaïques des Romains, au bénéfice donc de valeurs universalistes qui, à la fin, se sont discréditées eux-mêmes par le régime politique qu'ils ont engendré et ont mené au fait qu'Auguste a fondé une grande partie de sa légitimité sur la remise en place de valeurs traditionnalistes. Alors, est-ce que l'émergence justement d'un pouvoir supranational ne risque-t-il pas de permettre aussi l'émergence d'une quête identitaire plus régionale ? Oui, probablement, oui, parce qu'une centralisation accrue de l'Union européenne, et je crois que c'est le seul moyen d'échapper au risque d'émiettement de l'Union européenne, risque de se passer au détriment des identités nationales et sera évidemment assez bienfaiteur par rapport aux identités régionales qui émergent d'ailleurs de plus en plus fortement un peu partout. Ouais. Alors, d'une certaine manière, ne devons-nous pas assumer tout notre héritage pour pouvoir faire face à la crise que nous traversons aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Hein. La crise que nous vivons aujourd'hui est officiellement une crise économique, mais au fond est une crise d'identité. C'est une crise d'identité qui est provoquée par le manque de transcendance dans l'Union européenne, qui est une entreprise purement matérialiste, purement ancrée dans un souci de bien-être économique, qui a négligé le côté identitaire culturel et qui maintenant, au fond, paye la facture d'une certaine manière pour cela. Je crois que le citoyen appelle justement à une identification plus grande entre l'institution de l'Union européenne et son passé culturel. On parle souvent de l'Union européenne comme quelque chose de nouveau. On oublie qu'il y a déjà eu depuis 1200 ans différentes tentatives d'unification politique du continent par Charlemagne, par le Saint-Empire romain germanique, par Charles Quint, par la Sainte Alliance, par les différentes hégémonies françaises, allemandes.
monde, au fond, l'Union européenne est juste une étape successive là-dedans, et au lieu de rejeter dans sa culpabilité omniprésente ce passé-là, elle devrait pleinement l'assumer plutôt. Eh bien, donc, je vous invite à découvrir ce livre, donc, David Engels, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer par notre émission pour nous présenter votre livre. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.